Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Sangor, une vie pour l'Afrique et la langue française, une série de francophonie sans frontières consacrée à Léopold Sédar Senghor à l'occasion du 20e anniversaire de son décès. Durant 6 épisodes, nous plongerons dans la riche existence de ce personnage phare de la francophonie, tout à la fois homme de lettres, chef d'État et citoyen engagé. Le voyage à travers son illustre parcours sera présenté par M. Anthony Glaise, agrégé de lettres classiques, grand admirateur de Léopold Sédar Senghor et de son œuvre. À sa voix viendra se joindre celle de James Osney pour la lecture des extraits de poésie et celle de Jean-Florentin Akbona pour la lecture des citations. L'épisode d'aujourd'hui, 5e de la série, s'intitule « La naissance d'un immortel » et s'attardera à la consécration de Léopold Sédar Senghor au sein de l'Académie française d'une part et sa relation à la francophonie et à la langue française d'autre part. De ce pas, entrons dans son univers. Monsieur Glaise, je vous cède le micro. Aujourd'hui, nous sommes le 2 juin 1983. Les membres de l'Académie française revêtent leur solennel habit vert pour recevoir parmi eux leur premier compagnon noir, Léopold Sédar Senghor, qui 2 ans avant était encore le président de la République du Sénégal. Hasard du protocole, il est reçu par Edgar Faure, ancien président du Conseil, qui a jadis fait du député Senghor un secrétaire d'État. Et ce jour-là, le président Faure est inspiré. Je te dirai ton nom, Senghor. Chez vous, le nom se décline et se déclame. On le psalmodie et on le chante. Il doit donner comme le savon, rutiler comme le sabre se lève. Le nom appelle les prénoms. Vous en aurez 3. Vous êtes Sédar, celui qui ne pourra jamais avoir honte. On vous donne aussi au village un assez d'être avec le vôtre, le prénom de votre mère, Milan. Votre père, qui est polygame, il compte ses enfants, vos frères et vos sœurs par dizaines, n'en est pas moins catholique. Il vous fait baptiser. Votre nom chrétien est Léopold, qui veut dire lion. Léopold Sédar Milan Senghor. C'est déjà la moitié d'un de ces poèmes géniaux que l'on dédie aux athlètes élancés. Ce beau morceau d'éloquence nous permet de faire une légère digression sur l'importance du nom chez Senghor. Ainsi, comme nous l'avons déjà dit, son nom même témoigne du croisement des cultures, de la langue sérère et de la culture européenne et chrétienne. En outre, Senghor faisait venir son patronyme de la déformation du mot portugais senhor, qui signifie monsieur. Cette ascendance portugaise, plus ou moins fantasmée, a inspiré au poète la belle Élégie des Saudades, dont nous allons écouter le début. À Humberto Luis Barahona de Lemos, j'écoute au fond de moi le chant à voix d'ombre des saudades. Est-ce la voix ancienne, la goutte de sang portugais qui remonte du fond des âges, mon nom qui remonte à sa source, goutte de sang ou bien sang or, le sobriquet qu'un capitaine donna autrefois à un brave lapto? J'ai retrouvé mon sang, j'ai découvert mon nom l'autre année à Coimbra, sous la brousse des livres, monde scellé de caractères stricts, mystérieux. Aux nuits des forêts vertes, aube des plages inouïes, j'ai bu, murs blancs, collines d'oliviers, un monde d'exploits, d'aventures, d'amour violents et de cyclones. À boire tous les fleuves, le Niger, le Congo et le Zambèze, l'Amazone et le Gange.
boire toutes les mers de très nègres, sans césure, non sans accent, et tous les rêves, boire tous les livres, les arts, tous les prodiges de Koyemboe, me souvenir, mais simplement me souvenir. Le saudade, c'est un sentiment mêlé, typique de l'âme portugaise, à la fois mélancolie, nostalgie et espoir de retrouver ce qui manque. Encore une fois, Senghor exprime ici toute la place qu'il donne au métissage dans la construction de sa pensée et de lui-même. Mais revenons à l'Académie. Cette consécration pour Senghor est la suite logique de dizaines d'années de rapports étroits et privilégiés avec la France. Ouvert à tous les arts, et d'abord celui de la politique, aussi fier de sa négritude que de sa culture française, pour reprendre le portrait louangeur que fait de lui le général de Gaulle dans ses Mémoires d'espoir, il a cultivé tout au long de son mandat des relations apaisées et courtoises avec l'ancienne puissance coloniale et avec ses présidents. Si l'admiration l'emportait évidemment face à Charles de Gaulle, c'est l'amitié la plus chaleureuse et la plus sincère qui dominait ses rapports avec son ancien condisciple de Louis le Grand, Georges Pompidou. Enfin, c'est en bonne intelligence qu'il travaille avec Valéry Giscard d'Estaing. Nouveau hasard du protocole, c'est ce dernier qui succède à Léopold Sédar Senghor à l'Académie. Il pourra alors rappeler ce qu'il lui a dit un jour, alors qu'ils dirigeaient leurs pays respectifs. Par votre personnalité, par votre action politique et par votre œuvre poétique, vous êtes un de ces rares hommes en qui s'incarne tout un peuple, et même, à beaucoup d'égards, tout un continent. C'est là un beau compliment qui a dû plaire au président sénégalais. Mais c'est aussi pendant le mandat de ces deux derniers présidents qu'il va devenir un véritable apôtre de la francophonie. En 1968, Amani Diori, président du Niger, veut fonder une agence de coopération culturelle et technique entre les pays africains francophones. Il reçoit particulièrement le soutien de deux autres chefs d'État, Habib Bourguiba, le président tunisien, et Léopold Sédar Senghor. Si Georges Pompidou patronne la création de conférences franco-africaines, c'est sous le mandat de Giscard d'Estaing que le projet francophone commence à se concrétiser. Néanmoins, le véritable adoubement de ce qui va devenir l'Organisation internationale de la francophonie va avoir lieu au premier sommet de la francophonie, organisé à Versailles en 1986 sous les auspices du président François Mitterrand. Si Senghor est absent, c'est bien son action qui trouve là son aboutissement. Mais Monsieur Glaise, la francophonie, n'est-ce pas le combat de toute une vie pour Senghor? Évidemment. Mais elle a pris au fil des années des formes extrêmement variées, depuis la première parution de l'Étudiant noir à l'époque de Louis le Grand. La première grande réalisation de Senghor en ce domaine est la parution en 1948 de l'anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de langue française. Dans celle-ci, il rassemble de nombreux poèmes. Outre les siens, on peut compter ceux de ses amis Aimé Césaire et Léon Gontran Damas, mais aussi d'autres poètes francophones, comme le Guadeloupéen Guy Tyrolien, l'haïtien Jacques Roumain ou le malgache Jean-Joseph Rabéary-Vello. Mais cette anthologie se distingue surtout par son illustre préfacier, Jean-Paul Sartre, qui fournit à Senghor un texte intitulé Orphée noire. Dans celui-ci, le philosophe existentialiste cherche à situer la négritude par rapport au surréalisme et au marxisme.
Il ne l'envisage ainsi que comme une étape sur le chemin de la prise de conscience de classe. Comme il l'écrit lui-même à la fin de sa préface, je le cite, « Qu'arrivera-t-il si le noir, dépouillant sa négritude au profit de la Révolution, ne se veut plus considéré que comme un prolétaire ?» Mais à côté de ce message politique, l'anthologie initiée par Senghor a surtout un message culturel. Malgré les horizons divers, les cultures différentes, tous ces écrivains ont choisi le même moyen d'expression, la poésie, et plus particulièrement la poésie de langue française. Ce qu'il confirme bien des années plus tard lorsqu'il écrit en 1962 dans la revue Esprit le fameux article « Le français, langue de culture ». La revue lui avait posé la question « Que représente pour un écrivain noir l'usage du français ?» Dans sa réponse, Senghor hisse la question au niveau proprement linguistique. La stylistique de la langue française, son vocabulaire, sa syntaxe sont autant de raisons de s'en servir. Et quelle place particulière occupe la langue française dans la pensée sangorienne? Pour ainsi dire, la première. La langue française est pour lui la langue des dieux, vecteur privilégié de la construction de la civilisation de l'universel qu'il appelle de ses voeux. Qu'est-ce à dire? Pour reprendre les mots d'Aimé Césaire, la civilisation de l'universel, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir, dans lequel les cultures et les civilisations cherchent à se joindre et à s'interféconder, comme le disait le père Teilhard de Chardin. Dans cette fraternité universelle, le français, pour Senghor, a un rôle capital à jouer. Tentative de dépassement des rancœurs nationales qui ont suivi la décolonisation, recherche d'une référence commune, défense d'une pensée, d'une culture, d'une poésie singulière, la langue française peut et doit réaliser tout cela selon le poète président. Le français est une langue à vocation universelle parce que le français est une langue de gentillesse et d'honnêteté. Il développe ensuite toute la valeur musicale et rythmique de la langue française. Le français, ce sont les grandes orgues qui se prêtent à tous les timbres, à tous les effets, des douceurs les plus suaves aux fulgurances de l'orage. Il est tour à tour ou en même temps flûte, hautbois, trompette, tam-tam et même canon. Mais dans cette entreprise de diffusion de la langue française, comment Senghor conçoit-il son rôle? À vrai dire, assez simplement. Comme il l'écrit à un correspondant, je cherchais à fonder ma poésie sur la prosodie française, en respectant ses principes naturels, c'est-à-dire dans l'esprit de la langue française. Encore une fois, l'esprit de la langue, son fondement métaphysique est invoqué. Mais la langue française, pour Senghor, a surtout été l'instrument d'une convergence anthropologique, d'une communauté de civilisation entre l'art du rythme négro-africain et la poésie française. Dans le français langue de culture, il peut ainsi écrire « La francophonie, c'est cet humanisme intégral qui se tisse autour de la Terre, cette symbiose des énergies dormantes de tous les continents, de toutes les races, qui se réveillent à leur chaleur complémentaire. » C'est donc bien l'universel que servent la langue française et la poésie française. Titre de la série Senghor, une vie pour l'Afrique et la langue française. Titre de l'épisode La naissance d'un immortel. Idée originale Anthony Glaise, à la narration Anthony Glaise,
Lecture des poèmes et discours James Osney. Lecture des citations Jean-Florentin Agbona. Animation Mélissa Serrano. Musique originale Florent Cheminal. Réalisation Sophie Hamel Dufour. Une production Francophonie sans frontières 2021.